Il pleuvait ce matin-là, une pluie fine et persistante qui semblait alourdir le monde tout entier. Le ciel, couvert de nuages bas et gris, se confondait avec les toits ternes de la ville. Assise dans un fauteuil roulant qui avançait lentement dans le couloir d'un centre hospitalier privé, Elina Desroches fixait le sol d'un regard vide. Les pneus grincèrent légèrement, comme pour rappeler le bruit lointain de ce jour où tout s'était effondré. Il y a 6 mois, à peine, elle brillait sur scène, étoile montante du ballet français, applaudie dans tous les journaux. Une voiture, une route mouillée, un chauffeur distrait. Un choc. Noir total. Puis, l'annonce tombait comme une lame. Sa moelle épinière était irrémédiablement touchée, immobilisée, brisée. Mais ce qui la tuait plus que la paralysie, c'était le silence qui avait suivi. Celui de ses amis, de son ancien monde et parfois même de sa propre mère, Anaïs, qui faisait tout pour rester forte, mais dont les yeux trahissaient la douleur. Anaïs, femme d'affaires brillante, veuve depuis 2 ans, avait tout sacrifié pour sa fille. Elle avait engagé les meilleurs neurologues de Paris, transformé leur maison en clinique privée, organisé des thérapies à la chaîne, des soins en Allemagne, en Suisse, en Inde. Rien. Pas un frémissement. Elina ne parlait plus, ne pleurait même plus. Elle se refermait un peu plus chaque jour, un fantôme aux yeux clairs. Alors Anaïs prit une décision radicale. Elle l'éloigna de tout, de la ville, du béton, des souvenirs. Direction les Alpes, un lieu perdu, presque irréel. L'aube des montagnes, un centre de soins alternatifs mêlant nature, psychologie et thérapie sensorielle. Le trajet fut silencieux. L'arrivée, glaciale. Le personnel y était compétent mais distant, trop habitué aux histoires de douleur. Elina n'attendait rien, jusqu'au 3e jour. Elle était seule devant le chalet principal, un plaid sur les genoux, observant la brume qui dansait sur les sapins. C'est là qu'un petit garçon apparut. Il devait avoir 6 ans, pas plus. Des taches de rousseur, comme des poussières d'étoiles sur ses joues, et une mèche rebelle qui tombait devant ses yeux. Il la fixa avec curiosité, puis dit sans détour. « Mon papa dit que t'es très triste. » Elina haussa un sourcil. « Il dit que parfois, les gens tristes ont juste besoin d'un autre genre d'aide. Il m'a aidé, moi, quand maman est partie au ciel. » Elle resta sans voix. L'enfant désigna du doigt un homme un peu plus loin, penché dans la serre. Jean usé, t-shirt bleu foncé, des mains épaisses comme celles d'un artisan. Mais un calme désarmant émanait de lui. Quand il croisa son regard, il lui adressa un sourire. Pas un sourire de pitié, un sourire doux, vrai. Cette nuit-là, Elina ne ferma pas l'œil. Non pas à cause de la douleur, elle y était habituée, mais à cause de cette phrase « Il m'a aidé ». Le lendemain, alors qu'elle griffonnait nerveusement dans son carnet, l'homme s'approcha. Il ne posa aucune question. Il ne chercha pas à comprendre son dessein, ni son humeur. Il se pencha doucement, tendit une fleur cueillie et murmura « Tu n'as pas besoin de sourire, mais peut-être que ça rendra aujourd'hui 1% plus doux. » Puis il repartit. Il s'appelait Noé Marceau. Ancien kiné en milieu hospitalier, il avait tout quitté après la mort soudaine de sa femme pour élever son fils ici, loin du bruit. Il n'était pas là pour soigner. Il écoutait, il observait, il attendait. Noé avait un don, il ne voyait pas les blessures, il voyait les gens. Les semaines suivantes, Elina tenta de l'ignorer, puis de le fuir, puis de le tester. Silence, sarcasme, regard froid. Noé ne broncha jamais. Il était là, parfois juste assis à côté, parfois à s'occuper de la serre avec son fils. Il ne forçait rien. Et un matin, alors que la lumière dorée perçait entre les nuages, Noé dit simplement « Je crois que ton corps attend ton cœur. » Et que ton cœur attend l'autorisation d'y croire à nouveau. Elle détourna les yeux, mais ne le repoussa pas. Plus tard, elle accepta une proposition étrange. Noé voulait recréer l'atmosphère d'un studio de danse, sans machine, juste avec des miroirs, du parquet, un parfum de bois ciré et des musiques classiques. Il disait que la mémoire du corps passait aussi par l'âme. Les premiers essais furent douloureux, épuisants, lents. Mais ce n'était plus un protocole. C'était une reconnexion. Et un jour, pendant une séance où il soutenait délicatement sa taille, il lui souffla « On essaie de se lever. Juste essayer. » Ses jambes tremblaient, mais ne cédèrent pas. Elle tint, 3 secondes, et pleura. Pas de douleur, de gratitude. Quand Anaïs vit cela, elle comprit qu'un miracle avait commencé. Pas un miracle médical, un miracle humain. Elle confronta Noé, méfiante. « Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres ?» Il répondit simplement
Je ne cherche pas à la réparer. Je lui rappelle qu'elle n'a jamais cessé d'être entière. Et ce fut le début de la Renaissance. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. La neige avait commencé à tomber doucement sur les hauteurs du centre. Chaque flocon semblait suspendu dans le silence apaisant qui entourait Elina depuis qu'elle avait tenu debout ces fameuses 3 secondes. 3 secondes qui, aux yeux du monde, ne valaient rien. Mais pour elle, c'était une victoire. Une renaissance. Depuis ce jour, quelque chose avait changé. Dans ses gestes, dans son regard. Ce n'était pas encore de l'espoir, mais ce n'était plus du désespoir non plus. Noé restait discret, toujours à bonne distance, jamais envahissant, juste présent, à sa manière, par ses gestes simples, ses mots rares mais justes, ses silences qui rassuraient. Ce jour-là, elle se leva plus tôt que d'habitude, non pas pour une séance, mais pour quelque chose de plus profond, une envie. Elle voulait voir le lever du soleil depuis le promontoire rocheux qu'on appelait le refuge du vent, un endroit isolé, en haut d'un sentier accidenté, impensable quelques mois plus tôt. Elle demanda à Noé s'il pouvait l'y emmener. Il ne dit rien, simplement hocha la tête. Il ne la porta pas, il l'accompagna. À chaque mètre, elle faisait un choix, poser une main, reprendre son souffle, continuer. Elle arriva là-haut, épuisée, grelottante, mais vivante. Et quand le soleil perça enfin l'horizon, elle ne put retenir ses larmes. « Je croyais que plus rien ne pouvait me toucher comme ça, » murmura-t-elle. Noé, à côté, répondit sans la regarder. « C'est parce qu'on t'a laissé croire que ton histoire s'était arrêtée. » Alors qu'elle venait juste de changer de chapitre. Ce fut ce jour-là qu'elle lui parla vraiment. Pas juste d'elle, mais d'avant. Du père absent, de la pression de la scène, des sourires forcés, des douleurs cachées sous les tutus blancs. Elle pleura, rit, se tut. Il écouta, tout. Et la semaine suivante, pour la première fois, elle demanda à marcher seule. 3 pas, puis 6, puis 10. Parfois elle tombait, parfois elle rageait, mais elle se relevait. Toujours. Anaïs observait tout cela depuis l'ombre. Elle aussi changeait. Loin de la femme d'affaires glaciale, elle redevenait mère. Elle cuisinait, jardinait, parfois riait même avec d'autres familles présentes. Un matin, elle remercia Noé, simplement. Mais ce calme retrouvé n'allait pas durer, car un courrier inattendu vint briser cette fragile reconstruction. Une lettre recommandée, scellée du cachet d'un cabinet juridique parisien. Un héritage contesté, une tante éloignée, une somme astronomique en jeu, et surtout une condition. Pour recevoir cette part, Elina devait se présenter physiquement au rendez-vous à Paris, dans moins d'1 mois. Anaïs, paniquée, supplia. « Ce n'est pas le moment. On ne va pas risquer ta santé pour de l'argent. » Mais Elina répondit. « Ce n'est pas pour l'argent, maman. C'est pour moi. C'est le symbole. Je veux montrer à ceux qui m'ont vu tomber que je suis encore debout. » Le lendemain, elle annonça à Noé sa décision. Elle voulait quitter l'aube des montagnes dans 3 semaines, marcher, seule, jusqu'au tribunal. Il resta silencieux un long moment, puis dit « D'accord, alors on va t'y préparer. Mais pas juste le corps, le cœur aussi. » Les jours suivants furent intenses. Chaque pas devenait un entraînement, chaque chute une leçon. Mais au fond d'elle, un doute grandissait. Car dans ce lien né du silence et de la lenteur, entre elle et Noé, quelque chose de plus profond s'était installé, quelque chose qu'elle refusait de nommer. La veille de son départ, ils se retrouvèrent dans la serre. Il lui offrit une fleur, la même que celle du premier jour. « Tu n'as plus besoin de moi, dit-il. » Elle serra la tige entre ses doigts tremblants. « Peut-être que si, mais je veux apprendre à ne plus en avoir besoin. » Il sourit. « Alors, c'est que tu es prête. » Et au fond d'elle, ce fut un adieu. Si cette deuxième partie t'a touché, abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Ton soutien donne vie à ces histoires vraies qui nous rappellent que rien n'est jamais fini. Tu es prêt? Car ce n'est que le début de la transformation d'Elina. Paris. Un matin froid de décembre. L'air coupait la peau, il bruissait déjà sous les klaxons et les pas pressés. Mais au milieu de cette agitation, une silhouette avançait lentement, droite, déterminée. Elina Desroches. Des semaines plus tôt, elle peinait à tenir debout 3 secondes. Aujourd'hui, elle marchait, sans fauteuil, sans canne. Avec lenteur, oui, mais avec fierté. Le tribunal était imposant, froid, implacable.
un symbole d'un autre monde, celui d'avant. Celui où elle jouait un rôle, où elle souriait pour les caméras, se pliait aux attentes. Mais aujourd'hui, elle était là pour elle. Elle s'installa à la barre, regarda les juges droit dans les yeux et dit d'une voix calme « Je ne suis pas venu prouver que je suis guérie. Je suis venu prouver que je suis vivante. » Dans la salle, les murmures s'éteignirent. Le silence devint respect. Elle gagna l'héritage, bien sûr, mais ce n'était pas ce qui comptait. En sortant, la pluie fine de décembre tomba doucement sur ses cheveux. Elle leva la tête vers le ciel et sourit. Elle aurait pu retourner à sa vie d'avant, redevenir danseuse ou héritière ou recluse, mais elle choisit autre chose. Quelques mois plus tard, un nouveau centre ouvrait ses portes. Pas en montagne, pas dans un palace, mais dans une vieille grange rénovée aux abords de Lyon. La maison du Palan. Un lieu pour ceux que la vie a arrêtés trop brutalement, pour les corps qui ont souffert, pour les âmes qui n'osent plus y croire. Et dans ce centre, une ancienne danseuse réapprenait aux autres à bouger, à ressentir, à respirer, pas pour redevenir comme avant, mais pour devenir enfin eux-mêmes. Et certains jours, entre deux séances, elle recevait une lettre, un dessin d'enfant, une fleur séchée, un mot simple, écrit à la main, 1% mieux aujourd'hui. Elle les conservait dans une boîte précieusement, car elle savait que là-bas, dans les montagnes, un homme continuait à jardiner avec son fils, à écouter, à aider sans rien attendre, et que leur histoire, même si elle avait changé de forme, ne s'était jamais vraiment terminée. Un soir d'été, alors qu'un patient jouait du piano dans la salle commune, la porte s'ouvrit. Une silhouette familière entra. Jean usé, t-shirt bleu, mèche rebelle, souriant. C'était Noé, et il n'avait rien dit. Il était juste revenu. Elle n'avait pas besoin de mots. Il non plus. Elle lui tendit la main. Il la prit. Et dans ce geste, il y avait tout. La douleur, l'attente, le pardon et l'amour. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a profondément touché. Alors soutiens-nous. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour que ces récits vrais continuent à vivre. Et dis-nous en commentaire, quelle scène t'a le plus ému? Quel passage a résonné en toi? Ton partage donne vie à ces histoires. Merci d'avoir marché ce chemin avec Elina.